Pietto, je suis président des DDN de Seine-Saint-Denis, on se connaît pratiquement tous. On a deux nouveaux DDN qui sont là, enfin de nouvelles DDN. Quelque chose, voilà, si vous voulez vous présenter, c'est bien. Non, enfin, au moins votre nom et puis votre ville. Merci beaucoup Pascal, merci Camilla. Donc maintenant vous avez la parole pour effectivement poser les questions qui vous sont venues au fur et à mesure. La loi est très claire, la notification de la CDAPH s'impose à tous les établissements. Le seul problème, c'est le nombre de places. Et désormais, semble-t-il, les listes d'attente doivent être gérées au niveau de la MDPH. Un établissement ne peut pas dire que cet enfant ne peut pas être accueilli. Je vais vous dire, Mais attendez, madame, je suis certain que ce que vous avez dit correspond à l'exacte réalité. On le voit régulièrement. Mais nous avons un problème en France, c'est que une fois que la loi a été votée, à tous les niveaux, différentes institutions font leur propre loi. Il faut 15 ans à peu près. Si on regarde un petit peu, entre les différentes lois passées et la mise en application de ces lois, bon, il y a les décrets, mais il faut 15 ans. Sauf que là, la loi de 2005, elle date de bientôt 20 ans. Et que c'est la première fois, vous voyez la résistance qu'il peut y avoir, parce que cette résistance, elle vient pas que de l'éducation nationale, elle vient des enseignants, certes, mais pas que. Pas que de notre société. On parlait tout à l'heure, on disait logique de filière. Avant, on était, tu peux y aller, tu y vas, si tu peux pas, tu y vas pas. On est resté dans cette logique. La logique de parcours, elle n'existe pas, même si elle existe sur le papier, même si elle existe dans la création des équipes pédagogiques, des équipes éducatives, des RESS dont on parlait, des réunions d'équipes de suivi. Bien sûr, ça a lieu. Mais de quoi on parle dans ces équipes? On parle de « il n'est pas fait pour être là ». Et donc là, il n'est pas fait pour rester à l'école horticole, au lycée horticole, ou il n'est pas fait pour rester en 6e. Parce qu'il n'a pas le niveau. On est bien resté dans une logique de filière et d'orientation, et pas du tout dans une logique de parcours. Je ne dis pas que c'est facile de passer de l'un à l'autre. L'esprit, c'est un changement de paradigme total. Les esprits ont changé, mais pas encore l'application. On arrive aux 20 ans, ça devrait arriver. Nous voyons en CDAPH, Brigitte, Michel, Jean-Marc, nous voyons toutes ces situations sans solution. Alors, créer un établissement spécialisé, ça ne relève pas des pouvoirs publics, ça relève des associations. Encore faut-il que les associations aient les moyens financiers de le faire. J'ai envie de dire, pour créer un établissement spécialisé, il faut probablement 6, 7 ou 8 ans de démarche. Donc vous voyez que pour résorber les besoins qui sont reconnus, il n'y a pas de solution à court terme. Et ça, c'est tragique. Et alors, le discours public, aujourd'hui, il est de lancer des dispositifs qui sont beaux comme l'antique. Ça s'appelle la réponse accompagnée pour tous. Non, mais je veux dire, on a des centaines et des centaines de personnes sans solution et on nous annonce la réponse accompagnée pour tous. On essaye de trouver des moyens provisoires. On va faire qu'un enfant qui est au domicile, peut-être qu'il pourrait être accueilli 2 heures dans le collège d'à côté en éducation physique, 1 heure par une association, etc. etc. Mais on ne répond pas au droit à l'éducation. On a raté le coche d'un mouvement qui serait été un grand service public de l'éducation qui réunisse tout le monde. Je ne suis pas là pour
je suis sûr que vous êtes convaincus, qui réunissent tout le monde, l'ensemble de l'enfance handicapée comme l'enfance pas handicapée, où on traiterait des besoins dans une logique de carte scolaire. On a raté cela. Et aujourd'hui, il y a cette pénurie absolument catastrophique sur notre département qui est en forte croissance démographique. Il y a quelques années, j'avais des statistiques, lorsque dans un département à population identique à la nôtre, il y a 20 000 naissances, il y en avait 28 ou 29 000 en Seine-Saint-Denis. Donc derrière, c'est des besoins à tous les niveaux, c'est des besoins en matière de crèche, en matière d'école, en matière évidemment aussi d'accueil de l'enfance handicapée. Et là, il n'y a pas de réponse. Il y a une réponse qui est très insuffisante. L'Agence régionale de santé nous annonce des créations de places, des augmentations de places dans les IME. J'ai envie de dire, ça répond en partie à éviter l'augmentation des besoins non satisfaits, mais ça ne réduit pas la situation du fait qu'un très grand nombre d'enfants ne sont pas accueillis. Si vous voulez bien, moi, je vais juste vous donner quelques chiffres que le DAZEN a donné mardi. Nous, on sait depuis des années et des années et des années qu'il y a environ 400 à 500 jeunes qui sont au domicile par manque de place en structure. Essentiellement, vous dites si je me trompe, voilà, des ados, troubles autistiques, mais qui sont au domicile. Ça, c'était déjà du temps de l'audit de la CDES à l'époque, hein, vous vous rappelez, On était à 130. Voilà, on était à 130, là maintenant tout le monde est d'accord, on est à 400-500 connus. Parce qu'on est dans un département où ça peut être difficile. Le DAZEN, il y a quoi? Il y a 2-3 ans, disait sans aucun problème, des enfants qui ont des notifications MDPH pour un AESH, donc pour une aide humaine, hein, ils sont à peu près notifiés, il y a entre 1200, 1300, 1400 qui n'ont pas d'AESH, donc ils ont une notification MDPH. Et là, à ce CDN-là, voilà quelques chiffres que j'ai notés rapidement. Il dit 80 élèves de plus en ULIS. On est pareil, un département plutôt bien fourni en ULIS par rapport à d'autres départements. Parce qu'il y a eu le travail de l'éducation nationale, il y a eu le travail des ASSOS qui ont fait que les dispositifs spécialisés qui étaient l'ULIS avant et l'ULIS maintenant, voilà, il y en a en collège, il y en a en école élémentaire, il y en a en lycée. Le DAZEN dit, cette année, par rapport à 2021, on a accompagné 1100 élèves de plus par rapport à l'accompagnement AESH. Mais il rajoute rapidement après, mais nous ne les accompagnons pas aux heures notifiées. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? La CDAPH dit, enfin la MDPH évalue et demande à la CDAPH son avis de valider en fait les propositions, et la CDAPH dit cet enfant par exemple a besoin de 18 heures de ce qu'on appelait avant un AVS qui s'appelle AESH individuel maintenant, et puis celui-ci 25, celui-ci 10, etc. Puis les ERZ, qu'est-ce qu'elles font? Elles gèrent un peu la pénurie, elles disent oh là là, il m'en faut 10 là, 5 là, 5 là, bon ok, j'ai une seule AESH, et donc je vais saupoudrer un petit peu, et peut-être que vous pourrez nous raconter aussi, mais voilà, je vais essayer de gérer. Et le DAZEN le dit. Alors, les PIAL maintenant, effectivement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il dit voilà, on gère, mais on gère en essayant de répartir, de saupoudrer, et entre autres avec les AESH mutualisés. Il faut savoir que quand la CDAPH donne une décision, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, elle s'impose à l'éducation nationale, et quand la CDAPH dit il faut 25 heures pour un enfant, ou 24 heures, ou 18 heures, c'est pas l'école ou l'AESH ou l'ERZ qui se dérouille un peu comme elle peut, pour dire non, finalement on vous en donne que 10, on vous en donne que 5. Non, la famille a une notification et on va le lire, voilà, il me faut les 25 heures d'AESH. Le DAZEN dit donc et il rajoute, mais non, tous les élèves notifiés ne sont pas accompagnés devant les syndicats, les parents, etc. Donc c'est un discours plutôt, on va dire, de transparence, hein, c'est plutôt bien, mais non. Et donc l'année dernière, c'était 1200. Juste pour continuer rapidement, il dit les AESH, moi j'ai des problèmes pour les recruter. On fait 3 fois par an, 2 jours de recrutement.
avec le CD, avec le conseil départemental, avec Pôle emploi, avec etc. Mais on n'y arrive pas. Moi, je me souviens de Mme Béranguier qui disait, donc l'ancienne UNASH, scolarisation, on va dire, école, qui disait quand on en recrute 100, entre le moment où on les recrute, les papiers à fournir, etc., eh bien, il y en a 50 qui ont disparu entre-temps. Voilà, donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là. 2-3 chiffres encore. Les PIAL, donc on n'a pas parlé des PIAL, mais peut-être que vous en parlerez, c'est un autre dispositif. On recrute également par les PIAL. Le DAZEN faisait la remarque suivante. Il y a un débat avec les membres de la CDAPH, donc la MDPH et l'Éducation nationale, qui est la MDPH, au travers de la CDAPH, donnerait beaucoup trop d'AESH, pardon. Voilà. Il y a ce débat de dire, bon, nous, voilà, parce qu'on diversifie pas les aides. Et donc il citait des exemples, il disait dans les Landes, il y avait 57% de notifications d'AESH individualisées. L'AESH est là, auprès de l'enfant, à la quantité d'heures qu'a donné le... Il dit dans 94, on est plutôt à 20% individuel. Et nous, à la CDAPH, je sais pas, en 93, on serait plutôt proche, effectivement, des Landes, si j'ai bien compris. Donc il y a un travail de fond du DAZEN et des UNSH qui était de baisser vos nombres de notifications d'AESH. Donc ils disent, individuel. Donc on a tendance à diminuer à Saint-Denis. Dernière chose, il y a ce qu'on appelle la COMEX. Pascal et Jamila vous expliqueront ce que c'est que la COMEX, qui s'est réunie il y a peu de temps, disait que, dernière réunion, parmi tous les dispositifs, il y avait plus 470% d'attente pour avoir une place en CESAD, sachant que le CESAD, à un moment donné, on va mettre un nom sur les difficultés, etc. Et ça veut dire que pendant que ça bouillonne dans la classe, l'enfant attend, les parents attendent, l'école attend, et puis ça prend des fois des proportions compliquées. Il y avait plus 170% d'attente en place d'IME. Mais il y avait quand même un chiffre qui était intéressant, qui était, oui, mais quand un enfant est dans une classe banale en situation de handicap et qui peut être aidé éventuellement par des solutions matérielles, le DAZEN dit j'ai 300 000 € de dispo pour de l'aide matérielle. Et il dit je ne dépense pas tout. Ça peut vouloir dire, un peu comme le disait tout à l'heure Jamila, que l'aide d'un enfant en situation dans une classe, ça peut être aussi de l'aide matérielle. Alors c'est sûr que c'est plus facile pour les déficiences visuelles, auditives, etc. Mais ça peut être aussi de l'aide matérielle. Alors c'était juste par rapport aux chiffres que donnait le DAZEN. Moi j'aimerais que vous nous expliquiez, nous en tant que DDEN, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Quelles sont nos possibilités d'intervention? Alors d'abord, sur le problème des accompagnants des élèves en situation de handicap, moi je suis membre de la CDAPH. C'est pas moi qui décide de l'accompagnement. Ce sont les équipes d'évaluation de la maison départementale des personnes handicapées qui présentent 1000 dossiers par semaine. Et sur ces 1000 dossiers par semaine, des fois on en voit 5 ou 6 qui concernent toutes les situations de handicap et pas seulement les AESH en commission, enfants et adultes. Donc vous voyez, c'est pas nous qui inventons des besoins d'AESH. Il y a eu une expérience intéressante dans la ville d'Aulnay, qui est une expérience ancienne, où la ville d'Aulnay avait créé des AVS municipaux. C'était à l'époque où il y avait des commissions locales, qu'on appelait les CCPE. Il y avait un représentant de la ville qui était là, et par exemple, pour accompagner un enfant qui en avait besoin en maternelle, ou en crèche, ou en centre de loisirs, etc., la ville avait ces AVS municipaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que ces AVS municipaux, ils étaient mis en formation. Il y avait une cadre de la municipalité qui était en charge de gérer le personnel, les ressources humaines, et donc qui faisait un bilan de compétences, qui organisait un bilan de compétences avec ces personnes, et qui ensuite, en fonction de leur capacité de départ, les orienter vers des formations, aide médico-psychologique, éducateurs, etc. Si bien que ces personnes qui avaient des petits salaires, qui travaillaient à temps partiel, et qui avaient un complément de formation, ils avaient une perspective d'insertion professionnelle. Je pense qu'il faut faire cela
pour améliorer la situation pour tout le monde, pour la personne elle-même et pour la société. Des questions qui ont été posées concernant les AESH et l'absence des AESH. Quand un AESH est absent, est-ce que l'enfant doit être accueilli à l'école? En principe, oui. Maintenant, quelles sont les difficultés de l'enfant? Ça joue aussi. Hein. Oui, mais quelles sont les ressources de l'école pour y répondre? Et quelles sont les ressources de l'école pour y répondre? Dans un certain nombre de cas, l'absence de l'AESH peut être tout à fait gérée. Dans d'autres cas, les difficultés de l'enfant nécessitent effectivement un accompagnement permanent. Donc comment on fait? C'est pas évident. Et justement, à ce sujet, je vais parler d'une expérience un peu personnelle où nous avions accueilli au collège dans SECPA un enfant pour lequel avait été notifié dès l'école élémentaire, que dis-je, depuis la maternelle, une AESH. Et l'AESH est tombée malade. Bon, déjà, les collègues de la SECPA étaient un peu surpris de voir, ne comprenaient pas pourquoi ce jeune, ce préadolescent, avait l'AESH. Par chance, entre guillemets, l'AESH est tombé malade et l'élève vraiment s'est épanoui. C'était plus le même. Donc on a refait le RESS en disant qu'on n'avait pas besoin d'AESH pour cet enfant. On a aussi ce type de situation. Voilà. Ça peut être un bien que l'AESH tombe malade. Pour le gamin, pas pour Pour le gamin. Et ça donne la possibilité à d'autres enfants qui en ont réellement besoin, et peut-être qu'ils sont à la maison, et faute d'accompagnement, sortent de la maison, et d'avoir cet AESH aurait permis peut-être qu'ils puissent aller à l'école. En tout cas, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a un problème, une difficulté sur l'évaluation des besoins. Savoir et pouvoir évaluer les besoins d'un enfant, c'est de la compétence de l'équipe de suivi. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement dans une équipe de suivi en termes de réflexion? Si on ne parle pas de l'évaluation des besoins ou si on la limite à un accompagnement humain, on va vite se trouver dans la situation où la MDPH, ils s'en fichent, c'est pas eux qui payent. Hein, je veux dire, notifier un AESH, c'est pas un problème. Après, c'est l'éducation nationale qui est chargée de recruter, donc de payer. On peut pas, excusez-moi, mais on peut pas mettre l'éducation nationale en face d'autres partenaires et notamment les collectivités territoriales. Quand vous dites ils s'en fichent, l'éducation nationale. Non, quand je dis ils s'en fichent, ils s'en fichent pas, mais ils y répondent. C'est de l'argent public d'abord, dont on est tous garants de l'utilisation de cet argent public. Et la question, effectivement, de la prise en charge financière des AESH, puisqu'elle est posée aujourd'hui, l'État interpelle, saisit les collectivités, notamment pour payer les AESH entre midi et 2, parce qu'effectivement, ce temps-là ne serait pas l'éducation nationale, mais serait incombré à je ne sais pas qui d'ailleurs. À la municipalité, dans les écoles élémentaires. Pas vraiment, parce que pour le coup, en effet, dans la notification AESH, on dit bien, la MDPH dit bien que c'est sur toute la journée où donc il n'y a pas, voilà. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que, et pour le coup, j'étais en réunion hier avec le directeur de cabinet de Monsieur le ministre, qui disait, effectivement, c'est pas la faute des uns, c'est pas la faute des autres, il faut qu'on se mette tous ensemble. Si nous-mêmes ici, on renvoie la balle aux uns ou aux autres, je pense qu'on ne va pas y arriver. Ce que je veux dire, c'est que quand on n'est pas soi-même les équipes pluridisciplinaires d'évaluation sont les équipes de la MDPH qui évaluent les dossiers et les demandes. Vous imaginez bien, on y va de temps en temps, hein, notamment moi j'y allais pour les orientations en SECPA. Et à chaque fois qu'on demande, mais cet enfant il est en Ulysse, on demande qu'il soit orienté en SECPA. Ce qui n'est pas dans la logique de filière la suite logique. Un enfant qui est en Ulysse, il est en situation de handicap, logiquement, il ne devrait pas aller en SECPA puisque la SECPA n'est pas prévue pour les enfants en situation de handicap. Sauf que rien n'est figé. Mais rien n'est figé. C'est pour ça qu'il y a des commissions qui étudient les dossiers, les demandes. Mais dans ces demandes, on dit, il y a des fois, évidemment, des situations où on se dit, la SECPA, ça va être un peu compliqué.
quand on voit un petit peu la situation de l'enfant. Et on se rend compte, y compris là, que cet enfant qui était en Ulysse, il a été orienté quand en Ulysse? Il a été orienté en Ulysse en CP. Il y est resté 5 ans. Et comment il a évolué? Si on en arrive à se dire qu'il peut aller en SECPA, c'est que peut-être dans le cours de ces 5 années, il fallait l'aider, l'accompagner pour augmenter son temps d'inclusion dans des classes ordinaires. Parce que la SECPA, c'est une classe ordinaire, même s'il y a un effectif réduit, des objectifs un petit peu différents de ceux du collège, mais les programmes sont les mêmes que ceux de la 6e de collège. Ou de la 5e de collège. Je ne comprends pas la logique dans laquelle vous êtes. Parce que l'exemple que vous donnez, cet enfant qui a été placé dans une Ulysse DCP, vous nous avez dit qu'il y avait une évaluation tous les ans. Oui, normalement, à minima, une évaluation tous les ans. Mais une évaluation, c'est une réunion. C'est pas une évaluation. C'est pas une évaluation du dossier. Oui, c'est une réunion interne. L'équipe éducative, elle donne bien l'évaluation et les résultats de cet enfant. Non, enfin, elle donne. Attendez, l'équipe éducative, elle donne pas. Elle dit simplement cet enfant, eh bien, en Ulysse, il restera en Ulysse l'année prochaine. On évalue la poursuite du parcours. Voilà. Mais ça, en l'évaluation des compétences. Alors, dites-moi, pour ceux qui étaient dans l'éducation nationale, si dans les RESS où vous êtes allés, moi j'en ai fait un certain nombre, on nous dit pas en Ulysse, cet enfant va pouvoir, alors si ça se fait dans certaines Ulysses, j'exagère, mais il y a beaucoup d'Ulysses où on n'évalue pas le niveau scolaire de l'enfant. On évalue ses réussites, et souvent, d'ailleurs, on évalue ses capacités à vivre avec les autres, à aller dans une classe ordinaire, mais quand vous regardez les projets personnalisés de scolarisation des enfants qui sont en Ulysse, quand ils sont inclus dans des classes ordinaires, ils sont pas forcément, un petit peu parce qu'on a mis l'accent dessus en maths et en français, mais la plupart du temps, ils sont dans des domaines qui sont des domaines de vie collective, de vivre ensemble. C'est pas possible. Non, moi je vais parler de... Et si c'est une réalité. Madame Bianconi-KRC va vous le dire, va vous le confirmer, c'est la réalité. Mais enfin, ce n'est pas la réalité des textes, je vous donne la parole tout de suite après. Ce n'est pas la réalité des textes, je suis d'accord, mais c'est la réalité du terrain. Mais écoutez, nous sommes des NEEL, nous sommes sur le terrain. Dans les écoles que nous fréquentons, où nous avons des classes Ulysse. Dans une des écoles où je vais, il y a une classe Ulysse. Ces enfants sont intégrés dans les classes. Oui. Vous parliez des enfants allophones, c'est exactement, il y a aussi C'est des pareil. classes allophones. Eh bien, les enfants sont intégrés. Oui, et c'est ces des enfants sont obligations. évalués et ils sont au niveau des compétences, au même titre que les autres enfants, au regard, évidemment. Et avant d'être en classe Ulysse, ils sont inscrits en classe de niveau. Mais bien sûr. Avant, donc Mais bien forcément, les profs Oui. vont évaluer les enfants sur leurs résultats scolaires Écoutez, avant d'être alors évalués là, vous me en collège. citez- Et, écoutez, Eh ben, c'est en tous les cas, montrez-moi où est-ce que ça ce que se passe, nous dit en parce que là, collège, j'aimerais bien savoir. c'est ce que nous dit en tous les cas Madame Kanounikoff, c'est ce que nous dit le DSDEL, le DAZN, pardon, ils nous disent bien effectivement qu'avant d'être inscrits en Ulysse, ils sont d'abord inscrits en classe de Oui, niveau. mais ça c'est une Donc, obligation. à partir de là, une obligation. C'est pas qu'une obligation formelle ou législative, c'est bien une obligation de suivi et d'accompagnement sur le parcours scolaire de l'enfant. Et pour le coup, alors après effectivement, je sais pas, j'ai pas fait encore d'études, mais il faudra peut-être que je le fasse pour le coup, en direction des profs, il y a, pour moi en tous les cas, ce que j'ai vu sur le terrain en effet, les enseignants font le job. Ils font le job d'évaluer d'abord scolairement l'enfant, et après, effectivement, vous avez complètement raison, il y a aussi une évaluation sur comment l'enfant peut rester dans le groupe, etc. Mais fort heureusement, il y a les deux. Oui, mais si vous voulez, ça partirait du principe que si on était sur une logique de parcours, si on se disait qu'est-ce qu'on prévoit pour cet enfant dans un an, voilà, il est en CM1, HCM1, et après en 6e, il va où? Il va en CEPA, il va en classe ordinaire, il va en Ulysse, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, quand on réfléchit en équipe de suivi à ce parcours possible, à cette possibilité de parcours futur pour cet enfant, eh bien, il faut qu'on commence à penser qu'est-ce qu'on va mettre en place pour lui permettre d'aller en SECPA s'il va en SECPA, d'aller en classe ordinaire s'il va en classe ordinaire, ou d'aller en Ulysse s'il va en Ulysse. Et au lycée, Or et à la ça, on se rend compte. Normalement, dans le texte, oui, c'est dès le CM1 qu'on le prévoit. Sauf que ça, c'est le texte. Et puis la réalité, c'est que, oui, dès le CM1, on dit il va aller en SECPA. Mais s'il va aller en SECPA, s'il veut aller en SECPA, ou s'il va aller en 6e ordinaire, il faut donc prévoir des temps d'inclusion beaucoup plus lourds en classe ordinaire. Vous voyez, c'est une logique, ça. C'est une logique, c'est ce qu'on appelle la logique de parcours. Ça veut dire qu'on prévoit, on anticipe le parcours futur pour mettre en place l'environnement qui va lui permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour lui. Et ça, malheureusement, je ne dis pas que les enseignants ne veulent pas le faire. Je dis que ça, on n'est pas encore dans cette logique professionnellement. Et c'est là que ça bloque. C'est parce qu'on est en train de gérer. Je vous prie de m'excuser, madame. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. On est en train de gérer vraiment une situation de crise terrible pour les enfants différents. Et quel que soit le handicap dont ils sont porteurs. Ce que vous venez de dire par rapport à cet enfant dont on se pose la question de l'orientation en SECPA ou en collège, etc. Si cet enfant a eu un handicap qui fait qu'il n'a pas pu être intégré dans une Ulysse et que la notification a fait qu'il est dans une école privée payée par la subvention de l'allocation MDPH. Cet enfant, on ne s'en posera pas la question. Cet enfant, lui, eh bien, il va aller au collège. Il va aller au collège. Hein, et ensuite, on se pose la question de son orientation à la fin du collège. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce qu'on... C'est ça le problème. C'est qu'on gère un état de telle crise qu'aujourd'hui, les enfants qui sont porteurs de handicaps spécifiques, je pense aux enfants dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques, etc. Quand ils vont, écoutez, je suis désolée, c'est notre cas, c'est notre petit garçon, il a eu une notification NDPH, je veux dire, il n'avait pas le profil, puisqu'aujourd'hui, il faut vous dire les choses telles qu'elles sont, pour qu'il aille en Ulysse. Il est allé directement au CERN à Paris. Et il est allé, aujourd'hui, il est en 4e de collège. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Au CERN social à laquelle on appartient, tout le monde n'a pas les mêmes. Voilà. Donc, parlons de ça. D'autres écoles qui est très inégalitaire. Voilà, c'est encore plus inégalitaire au niveau du handicap. Non, moi je parlais d'abord de l'école publique, je ne parlais pas de l'école privée, mais normalement, c'est prévu. Le rôle des enseignants référents dans le texte initial, c'est effectivement d'accompagner tous les enfants qui sont en situation de handicap. Parce que même s'il est au CERN, votre enfant, il devrait rester inscrit sur son école de secteur. Et donc, il devrait y avoir un lien entre le CERN et l'école de secteur pour dire, voilà où en est cet enfant. Où il en est cet enfant? Il est inscrit chez nous. Il est effectivement pas là physiquement, mais il est inscrit dans notre école. Alors, où il en est aujourd'hui? Ce lien structurel, il devrait se faire et il ne se fait pas, malheureusement. Peut-être parce que... J'ai jamais fait. Hein. Au début, il s'est fait quand il y avait 200 enfants en situation de handicap scolarisés à l'école. Aujourd'hui, où on en a 12 000, et ben, il ne peut plus se faire parce que les enseignants référents n'ont pas augmenté en nombre, réellement. Ils sont 44 aujourd'hui. Ils sont 44. Ils étaient 36. Ils étaient 40 il y a quelques années, ils sont allés à 36 et maintenant à 44. Donc, Est-ce qu'on peut recentrer après sur les DDEN Alors, je voudrais ajouter quelques informations quand même. Nous avons en CDAPH constaté cette question de la difficulté de l'accueil des élèves porteurs de 10.
Et nous avons à plusieurs reprises demandé à l'Éducation nationale de trouver des solutions. Hein. Semble-t-il, il va y avoir des Ulysse 10 qui vont s'ouvrir. Ça commence. Hein, ça commence, avec beaucoup de retard. Hein. Ça devrait commencer. Voilà. Autre élément d'information concernant les 10. Si un enfant 10 a, pour l'essentiel, des difficultés scolaires importantes, il relève d'un taux inférieur à 50% en termes de la capacité. Si un enfant 10 a des difficultés supplémentaires, comme des grandes difficultés à s'orienter dans le temps, dans l'espace, on a vu par exemple en CDAPH un enfant 10 qui, pour aller au collège, avait besoin de l'accompagnement de ses frères et sœurs, parce qu'il avait du mal à se préparer, il ne se repérait pas dans la journée, il ne se repérait pas dans les rues, etc., etc. Là, ça pose un taux d'incapacité plus important, et ça ouvre des droits à l'ESH, à la l'AEH, etc. Voilà. Donc ça, c'est des informations auxquelles, lorsque vous avez des questions à poser dans le domaine du handicap, vous avez ici 4 personnes qui sont membres de la CDAPH. Vous avez Jean-Marc Minetto qui est assez facile à joindre. Pour vous comme pour moi, parce qu'il habite au bout de mon jardin. mais vous savez des réunions au fond du jardin. Vous pouvez le joindre de manière très facile et nous serons à votre écoute. Si vous avez des questions plus particulières en matière de handicap, la Fédération APAGE a un système, un site internet, et il y a un service qui s'appelle Handicap Assistance, qui vous répond dans les 24 et 48 heures, qui est financé par la PAGE et par la MGL et qui est gratuit. Donc ça aussi, c'est des sources d'information. N'hésitez pas, c'est important de... L'EDIDEN, c'est un réseau sur tout le département, c'est une source d'information. Vous pouvez aussi faire remonter toutes les difficultés. Jean-Marc a une connaissance. Jean-Marc, il siégeait déjà à la CDRS. Oui, absolument. Donc, on peut répondre à toute une série de questions. On n'aura pas la solution, mais on aura au moins la réponse en termes de droit et peut-être apporter un certain nombre de conseils. Voilà. Je crois que ça, c'est important à le dire. N'hésitez pas. Tout ce réseau que vous représentez, qui voit au quotidien les difficultés, il est important qu'il arrive à transmettre ces difficultés, à les faire connaître. Et simplement, j'en terminerai là-dessus. Dans un établissement privé, on arrive, dès la fin de la 5e, en classe de 4e, à travailler sur l'avenir de cet enfant. Les réunions, elles se font. Ouais, mais oui, mais ça devrait se faire partout. Et elles se font les réunions, attendez. Non, mais j'ai fait partie du personnel de l'éducation nationale. Non, mais je veux dire, les réunions l'évaluation des compétences, elle était faite, je ne comprends pas. Juste une chose par rapport aux structures privées. Je voudrais juste rajouter quelque chose de particulier. On se rend compte effectivement en Seine-Saint-Denis, et pour le vivre là, quand on est en CDAPH, qu'il y a un réel manque de structure. On le sait. Il y a des enfants qui sont en classe banale qui devraient être en Ulysse, et des enfants qui sont en Ulysse qui devraient être en INE. Donc on sait que l'effet boule de neige fait qu'il y a un manque de structure. Et on s'est rendu compte depuis maintenant une petite dizaine d'années qu'il y a des écoles privées hors contrat. Hein, parce que le problème de ces structures, c'est qu'elles sont hors contrat, donc l'éducation nationale, comme on n'y rentre pas, qui ont compris qu'il y avait un manque, et donc qui proposent d'accueillir, entre autres enfants 10, quand on parle du CEREN, de Chrysalide, etc., qui sont des structures en fait payantes. Hein. Tarif, on va dire, entre 10 000, on est même monté une fois à 21 000 euros, par an. Mais parce que les familles ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et donc l'MDPH prend en charge. Non, c'est la sécurité sociale. Donc,
donc, C'est la sécurité sociale, c'est pas la MDPH, excuse-moi. Tu as dit oui, enfin c'est pas la MDPH, pardon. La MDPH propose à la CDAPH d'être pris en charge par l'allocation, un complément d'allocation familiale qui s'appelle l'AEH et un AEH complément 6. Voilà, donc complément 6, c'est le maximum. Complément 6, normalement, c'est un enfant qui a besoin de surveillance 24 heures sur 24 et qui a des soins. On a vu effectivement ça arriver et on s'est questionné en disant mais il n'y a pas de structure. Donc on s'est retourné vers Dazen en disant monsieur le directeur académique, 20 000 €, si on compte un enseignant débutant qui va être dans une ULIS, qui va gérer, enfin qui va accueillir 12 élèves, entre les 20 000 € dans une structure privée hors contrat pour lequel les familles ne peuvent pas faire autrement. Hein, il n'y a pas le choix malheureusement en Seine-Saint-Denis. Et pour la même somme, un enseignant du lycée en Seine-Saint-Denis pour lequel, par exemple, dans les collèges, tous les collèges, le conseil départemental ouvre sans problème une liste quand on reconstruit un collège, par exemple. Donc, ça a effectivement cheminé, comme dit Pascal, c'est très long, et donc le DAZEN a dit qu'il y en avait une ou deux, je crois, qui seraient créées, donc pour enfants 10 général. Mais il faut voir que nous qui sommes défenseurs de l'école publique, c'est vrai que ça nous tord un peu les boyaux en disant, voilà, il y a beaucoup d'argent, et alors on avait estimé à combien, on avait posé la question, je crois que c'est une cinquantaine d'élèves à peu près. Ah, voilà, 50 élèves entre 10 et 20 000 € maximum, donc payés par les sommes de l'État. Et je dis bien, les familles ne peuvent pas faire autrement, c'est absolument pas un jugement comment pour les familles, hein. Ça fait des sommes importantes. Voilà. Et donc je rappelle que les DEL, nous sommes défenseurs de l'école publique quand même. Voilà. Et donc c'est très compliqué, hein. Et je dis bien, pas de jugement aucun sur les familles, il n'y a pas d'autre choix. Et quand on nous dit, il ne voulait plus aller à l'école, et puis là, ça se passe un peu mieux, mais effectivement, c'est presque du 1 pour 1 par moment. Donc entre la classe de 25 ou 30 en fonction des endroits et puis le 1 pour 1, c'est sûr que ça marche beaucoup mieux. Mais parce que politiquement, ça a été un changement de positionnement de l'éducation nationale par rapport aux troubles 10. Les troubles du langage en général, l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis, je parle que en Seine-Saint-Denis, le choix a été fait il y a de fort nombreuses années de ne pas ouvrir d'ULIS ou de structures spécifiques au sein de l'école pour les troubles de 10. C'était des enfants dans la logique, mais ça c'était vraiment le choix de tous les DAZEN qui se sont succédés au fil du temps, vous m'entendez? Oui. Ça a été de décider que des enfants qui avaient des troubles 10 n'étaient pas forcément dans le champ du handicap d'ailleurs, et que donc ils devaient rester au sein des classes ordinaires et c'est au sein des classes ordinaires qu'ils devaient trouver l'aide pour les accompagner en plus des soins qu'ils avaient à l'extérieur. Ça a été un choix. Il n'y avait pas d'ULIS et de CLIS à l'époque 10 ou troubles du langage. Ça a été un choix politique du département. Pendant de fort nombreuses années, il n'y avait d'ailleurs que, à part les CLIS spécifiques, troubles du fonctionnement CLIS ou troubles visuels, auditifs, etc., il n'y avait que des CLIS qu'on appelait TFC, c'est-à-dire des CLIS 1, des CLIS pour troubles de la fonction cognitive. Mais on les trouvait dedans, les enfants. On en retrouvait dedans, tout à fait. Et c'est parce que le nombre augmente de façon exponentielle et qu'on ne sait pas, parce que sous la pression des parents aussi, hein, quelque part, qui disent mais mon enfant a besoin a des besoins spécifiques et il ne trouve pas l'aide appropriée au sein de l'école. Et bien du coup ils se sont tournés vers les établissements privés qui en proposaient. Mais ça a été un choix politique. Et là, apparemment, d'après ce que dit Jean-Marc, on est en train de peut-être changer d'optique et de vision. Mais c'est vrai que ça a été un choix. Moi, j'ai toujours connu ce choix-là jusqu'il n'y a pas longtemps. Hein. Je peux rajouter une petite chose. Au niveau des ULIS, non, mais c'est pas grave, je ne parle pas de cette chose. Juste pour dire qu'il y avait des ULIS où on orientait un peu plus certains élèves qui étaient accompagnés par les CESA, par exemple le CESA Deltil, pour quelqu'un qui était SAMI, je crois. Plusieurs enfants étant accompagnés par les professionnels du CESA Deltil étaient réunis dans une ULIS, dans un lieu, parce que le CESA venait travailler avec l'enseignant dans l'école. Et c'est vrai qu'on pensait un petit peu que c'était des ULIS PSL. Des ULIS PSL sont ouverts
sont en train de souffrir. Mais c'est très récent. Mais ce qui manque, on transforme en Moi, colère. c'est très émotionnel, juste. Quand on parle du handicap, on sent toute l'émotion, ça bouillonne. Alors, je voulais revenir très vite sur une chose. Madame Espargilière parlait des sectas. Un enfant qui est en Ulysse et qu'on oriente, et j'y ai travaillé vraiment à fond, c'est de sortir aussi les enfants du handicap. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui ont été orientés en Ulysse et se sont restaurés. Et on pousse, et certains sont dans la grande difficulté scolaire. Donc, et ils sont accompagnés à sortir vers la secta, voire accompagnés avec des AESH. Chose que laquelle c'est un petit peu difficile. Mais on a travaillé aussi avec la DSDEN, à travailler à sortir du handicap. On n'y pense pas souvent à ça. C'est qui progresse, c'est pas à lui qu'ils ont une notification MDPH. Et des fois, c'est aussi difficile pour la famille de sortir du handicap, de pousser vers. Vous savez, on s'installe, les familles s'installent dans le handicap pour diverses raisons. Et quand on propose la CEPA et qu'on leur dit là, si, on a parfois c'est difficile. Alors, c'est très lourd ce que je dis, parce que j'ai sorti des élèves vers les 6e. Non, mais attendez, Oui, mais elle n'a on pas a quelques forcément tort. enfants, quand on veut les sortir en 6e ordinaire, il y a la peur de sortir de cette situation. Je le précise. La protection. La protection, c'est pas sortir vers la 6e et vers la 7e. Oui. C'est un travail aussi. S'il était possible de faire le cheminement d'un enfant qui arrive en école maternelle, en école élémentaire, je voudrais bien le faire. Prenons l'exemple d'un enfant qui arrive en maternelle. Il est dans une cohorte. L'enseignante et la femme vont s'occuper de cet enfant. S'il arrive déjà avec un dossier de la crèche, il va être pris en charge de façon beaucoup plus spécifique, avec beaucoup plus d'attention, entouré de ses camarades qui vont effectivement naturellement l'aider, et il va être en état de progresser avec les autres enfants, petite section, moyenne section, grande section. L'enseignante va lui proposer du travail qui va être non pas noté, mais évalué. D'accord ? Cet enfant, s'il a un comportement, parce qu'on n'a pas parlé du handicap du comportement, s'il a un comportement identique à ceux de son âge, qu'il ne fait pas plus de bruit qu'un autre enfant, il va déjà passer au travers de beaucoup de choses. Quand il va arriver en grande section, on va le mettre en position d'apprendre à écrire. Le graphisme, déjà c'est moyenne section, mais en grande section, l'apprentissage du graphisme va se confirmer, l'apprentissage des lettres va se confirmer, l'apprentissage des couleurs est en phase de se confirmer également, et puis on va lui apprendre la comptine numérique, mais non seulement la comptine numérique, mais le dénombrement. Donc en grande section, vont se mettre en place énormément plus que dans la moyenne de la petite section d'éléments évaluables. D'accord ? Et à ce moment-là, l'enfant va être beaucoup plus observé par l'enseignant dans ses résultats évalués. Si l'enfant est calme, tranquille, et que effectivement tout ce qui aura été évalué dans le domaine du numérique, du graphisme, de l'apprentissage, de la mémorisation n'est pas satisfaisant, à ce moment-là, la sonnette d'alarme est tirée. Et qu'est-ce qui se passe dans une école ? L'instit en parle en réunion d'enseignants.
La directrice est là pour recevoir ce que dit l'enseignant. La directrice, le directeur vont aller voir, ce sont les premiers observateurs dans une école. Une enseignante qui se plaint d'un enfant qui ne va pas bien, qui ne marche pas bien, c'est d'abord la directrice ou le directeur qui se déplace pour aller constater qu'est-ce qui se passe avec cet enfant, qui regarde les résultats effectivement de cet enfant. Ensuite, nous avons dans les écoles ce qu'on appelle le réseau d'aide. Le réseau d'aide, quand il est complet, ce qui est extrêmement rare en Seine-Saint-Denis, à partir de ce moment où l'enfant est entre les mains de la psychologue scolaire, il va se passer beaucoup de choses que les DDEN ne verront pas. Mais effectivement, beaucoup de choses. D'abord, la psychologue scolaire va tester l'enfant. Si les parents sont d'accord. Si les parents sont d'accord, effectivement. Avec des tests qui sont nationalement posés, nationalement reconnus par tout le monde. Elle va faire un travail, elle va faire vraiment le travail de recherche qui va ouvrir les portes vers les personnels spécialisés. Ensuite, il y a une autre personne très importante dans l'école, c'est le médecin scolaire. Ah oui. Il en reste. Est-ce qu'il en reste? Intervient non plus à la Il reste 5 minutes, on laisse finir. Il reste 5 minutes. Mais, et puis, qui va laisser avec les parents, présence des parents, présence de l'enseignante de l'enfant, présence pour les personnes qui travaillent, qui connaissent l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a une décision qui est posée, qui dit, ben voilà, la psychologue, ce serait quand même bien que on se dirige vers un dossier MDPH. La directrice d'école explique que rien n'est dramatique, parce que quand la maison des personnes handicapées est apparue sur le terrain, effectivement, les parents disaient « Oh, mais mon enfant n'est pas handicapé !» Et là, c'était une fin de non-recevoir. On a fait de la pédagogie, on a expliqué aux parents la maison MDPH, si tu as Bobigny, elle aide les enfants, elle aide les adultes, c'est très bien fait, c'est dans la confiance, voilà. Donc, maison MDPH dit dossier MDPH. Les parents devaient aller chercher, je ne sais pas si ça se fait toujours, un dossier à la mairie, au service social de la mairie, ou directement à la MDPH. Maintenant, c'est Internet. Donc, dans ces conditions-là, MDPH, il faut que le médecin scolaire, alors n'importe quel médecin, quand on n'en trouve pas sur une circonscription, on va en chercher un dans une autre commune, ait vu l'enfant. Il y a effectivement beaucoup de choses qui se mettent en place silencieusement avant qu'on en arrive à parler d'ULIS, à parler de CESAD, à parler de MDPH, à parler d'orientation, on ne sait pas. Mais s'il y a un trouble du comportement qui est insupportable, ingérable dans une classe, effectivement, en maternelle, vous avez un enfant qui passe sa journée à crier, je l'ai vécu, c'est insupportable pour les autres, il y a tant à son aide à ce moment-là, hein. Les autres enfants le fuient. Si cet enfant se sauve, si cet enfant fait une tentative de suicide en classe, si cet enfant rentre en classe en marche arrière, c'est très difficile, bien sûr. C'est pas la majorité quand même. Mais souvent, le trouble du comportement, les enfants qui se jettent sur les autres, les enfants qui veulent effectivement se sauver, les enfants qui sont difficilement gérables. En tout cas, s'il y a une aide que vous pouvez apporter, c'est déjà de bien connaître le système et de bien comprendre les ficelles, les ressources vers lesquelles on peut se tourner. Voilà. C'est ça va être ça notre accompagnement. En tant que DDEN, et puis on va conclure, parce qu'il y a un deuxième thème, peut-être qu'on va vous laisser chacun à 1 minute pour conclure. En tant que DDEN, nous sommes des médiateurs. On est comme, j'aime bien quelqu'un, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, c'était peut-être Marie-Jo qui disait ça,
on est là pour mettre de l'huile dans les rouages, hein, faire en sorte qu'effectivement les choses se passent bien. Premier document que vous avez à remplir, c'est votre document de visite d'école. Dans le document de visite d'école, vous avez des choses qui sont liées aux enfants en situation de handicap, le nombre de dossiers MDPH qui attendent depuis plus de 4 mois, vous avez le nombre d'AESH notifiés en attente, vous avez le nombre d'enfants en situation de handicap dans l'école. Remplissez ça. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'aller voir de la ZEL et de dire dites donc, ou d'aller voir la MDPH, et on dit donc, pas de problème. Deuxième chose, le BO du conseil d'école indique très clairement qu'il doit y avoir un point fait sur la scolarisation des enfants en situation de handicap au conseil d'école. Donc à nous de poser Donc, la question. à nous de poser la question, ou peut-être d'aller voir la directrice ou le directeur en disant ben, avez-vous prévu de faire un point? Parce que, toujours pareil, on est des DEN, on n'est pas là pour faire un clash au conseil d'école, on va voir la directrice avant, et avez-vous prévu de faire un point? Avez-vous des difficultés par rapport à ça? Nous, les DEN, nous avons des gens qui siègent à l'MDPH, enfin à la CDAPH, ça peut aider, on rencontre le DAZEN, on rencontre les IEN locaux, donc pareil, on anticipe, on le fait avant, on n'attend pas qu'il y ait le clash au conseil d'école. Ensuite, la deuxième chose, et Mme Espargilière le dit très bien, c'est connaître le fonctionnement. Comment ça fonctionne? Vous avez commencé à en parler. On a fait d'autres formations, on expliquait bien le cheminement. Et il y a le Vademecum. Alors, justement, voilà, il y a le Vademecum des DEN. Les deux nouvelles, vous ne l'avez pas vu, bien évidemment, vous allez le prendre en partant, qui est un document général sur les DEN. Vous avez ici deux fiches qui avaient été faites, alors qui sont un peu anciennes, qui avaient été faites par la Fédération des DEN. Elles sont un peu anciennes malheureusement, donc les termes ont évolué. Mais le sens reste le même, puisque c'est après la loi de 2005, il y en a une 2013 et 2018, je crois. L'idée reste la même. Pas dans les choses pointues, mais l'idée reste la même. Troisième point. Quatrième point, il est arrivé ici, là, il y a des DEN qui sont présents, qui ont accompagné les familles à la CDAPH. Je m'explique. Quand il y a un manque d'AVS, quand il y a un manque de moyens, quand il y a un dossier qui traîne, il faut savoir que les familles ont le droit de demander à être reçues par la CDAPH plénière de Seine-Saint-Denis pour exposer les difficultés de manque de moyens, d'écoles trop loin, de pas de place en IME, etc. Il est arrivé ici qu'il y ait des DEN qui accompagnent. Je vous invite à le faire. De la même manière, en réunion d'équipe éducative. Alors, la position du DEN est un peu particulière, mais en réunion d'équipe éducative, lorsqu'il y a une situation qui est prête à exploser, vous avez expliqué les choses, ce n'est pas la majorité, et heureusement, c'est un cas particulier parmi d'autres, la majorité se passe bien, mais quand ça ne se passe pas bien, en tant que DEN, être invité à la réunion d'équipe éducative pour calmer les choses, c'est notre rôle, calmer les choses, faire en sorte que, parce qu'elle me disait, quand on accompagne, les choses ne sont pas dites de la même manière. Bien évidemment, quand il y a une tierce personne, chacun essaye de peser ses mots, de faire attention. Et puis, dernière chose, bien connaître le fonctionnement. Qui fait quoi? Quand on entend en conseil d'école, oui, mais le maire n'a pas mis l'AESH, non, mais c'est pas le maire. Oui, mais l'éducation nationale n'a pas aménagé l'escalier pour que... C'est le maire, voilà. Donc, je donne simplement deux exemples, mais vous en avez tous des centaines. Simplement, rappelez le qui fait quoi, rappelez le qu'est-ce qu'il faut faire. Dernière chose, après la loi de 2005, les enseignants ont souvent dit « Ah oui, mais on a perdu la main. » Voilà. Avant, c'était nous. Ouais. J'ai siégé en CCPE, j'ai siégé en CDES, j'étais le seul parent d'élève à l'époque, on me demandait si c'était du voyeurisme. Quand je revenais un peu l'IUN qui m'avait dit ça, j'avoue que c'était resté un peu là. L'éducation nationale n'a pas perdu la main. Parce que, pourquoi? La loi de 2005 dit la chose suivante. Lorsqu'une famille, lorsque l'école pense qu'il faut une aide humaine, une aide matérielle, donc de saisir la MDPH. La loi dit que si la famille, lorsqu'on l'a sollicité en réunion d'équipe éducative de saisir la MDPH, si elle ne le fait pas, dans un délai de 4 mois, le directeur académique peut se substituer à la famille pour saisir la MDPH. C'est des choses, j'ai vu des RZ qui ne le savaient pas. Non mais j'ai vu des RZ qui ne le savaient pas, j'ai pas dit que vous ne le saviez pas, mais j'ai vu des RZ qui ne le savaient pas. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à l'école? De dire, voilà, on arrive en fin d'année, on est au mois de mai-juin, on sait qu'il va y avoir une situation compliquée à la rentrée. Eh bien, faisons une réunion d'équipe éducative en mai-juin, laissons la famille décider de son choix. Et si en mai, juin, juillet, août, septembre, à la rentrée, la famille n'a pas saisi la MDPH,
le DAZEN peut se substituer. Il ne s'agit pas de contraindre, pas du tout. De toute façon, le choix revient à la famille. Après, et heureusement, les choses ont évolué. Mais l'Éducation nationale a encore la possibilité de dire cet enfant, on a des difficultés, on ne sait pas comment faire. Eh bien, monsieur le directeur académique, saisissez la MDPH pour voir s'il y a des besoins. Et une dernière entrée, si je peux me permettre, une dernière entrée. Lorsqu'on saisit la MDPH, on ouvre les droits des moyens humains, des moyens matériels, comme je disais tout à l'heure, 300 000 euros, qui pourraient être disponibles, mais on ouvre aussi des droits à allocation familiale supplémentaire, on ouvre des droits pour des mamans qui auraient au moins un C2, donc 20% de temps, des droits à la retraite supplémentaire. Voilà. Et ça peut être une entrée pour les familles en disant, mais savez-vous que vous avez des droits supplémentaires, le fait de demander de déposer un dossier MDPH. On va vous laisser conclure. Donc, le Vademecum, les représentants que vous avez ici en CDAPH, la page fait un document qui est très bien, qui est très technique, qui est vraiment très technique, mais qui est très bien, qui est le guide Pratt Handicap. Voilà. Il faut qu'on connaisse, si on veut rester les sages que nous sommes en conseil d'école et les médiateurs, il faut qu'on connaisse le qui fait quoi et le parcours, comme vous disiez. Voilà, il ne faut pas le maîtriser comme Pascal ou Jamila, ça sur le bout des doigts, mais en tout cas, il faut qu'on connaisse le parcours pour donner les bonnes réponses aux parents ou aux enseignants quand on nous sollicite. Michel, et puis après on donne le... Voilà. Juste un petit mot, le dossier MDPH, ça n'existe pas. Ça s'appelle une demande de compensation. Ça n'existe pas, dossier MDPH. Ce que remplissent les parents, c'est une demande de compensation. Regardez bien ce qui est marqué sur le dossier, enfin sur le papier, voilà. Et c'est ça qui est important, c'est une demande de compensation et qui ouvre les droits. Il ne s'agit pas d'être catalogué handicapé, il s'agit d'ouvrir des droits et d'avoir les moyens, d'obtenir les moyens. Très rapidement, pour dire que, vous voyez, on parlait de logique de filière tout à l'heure, mais même nous, on a du mal à en sortir. C'est-à-dire qu'on dit tous, là, j'ai entendu, y compris moi, dire il n'a pas le niveau, il ne peut pas aller dans belle classe, il n'a rien à faire au lycée horticole, etc., etc. Parce qu'on est resté dans cette logique. Il n'est pas capable de. Donc, il ne peut pas être là. Et en fait, ce qu'on devrait poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'aider à progresser, à avancer, y compris dans le lycée horticole, y compris en 6e ordinaire, y compris en classe ordinaire. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Et peut-être que vous, en tant que DPEL, votre rôle, ça va être d'aider à apaiser les tensions qu'il peut y avoir quelquefois entre les enseignants et les parents, par exemple, les familles. Les familles, il faut savoir, en dire, ils ont du mal à... Mais les familles, ça fait des années qu'ils sont en souffrance. Il y a une très grande souffrance, et cette souffrance, il faut l'entendre. Et il faut arriver à ce que l'école qui est en difficulté aussi, et ces familles en difficulté, arrivent à avoir un seul objectif, c'est celui d'accompagner cet enfant qui va rester un certain nombre d'années dans l'établissement. Donc, c'est vraiment un rôle d'apaisement. Si on rentre dans un camp ou dans un autre, tout en sachant que c'est quand même les familles au dernier... D'abord, c'est les familles qui connaissent le mieux leur enfant, et qu'en plus, c'est quand même elles qui vont avoir le dernier mot. Voilà. Mais je veux dire, toutes les situations qui ont été évoquées existent, réellement. L'enfant qui est en extrême souffrance dès la maternelle, ça existe. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est l'école qui est la réponse? Il faut se poser la question. Quelles sont les aides nécessaires? C'est indispensable qu'il y ait des aides nécessaires. Donc, ça existe. Et c'est pas évident à prendre en compte. De même, nous avons eu devant la CDAPH des parents d'un enfant 10 qui viennent nous décrire la situation de profonde dépression que l'enfant vit au moment donné dans le milieu scolaire. Et donc ça
ça nous amène à dire, à accepter des solutions de ressources à travers une autre structure. C'est toutes ces situations que nous vivons, et l'accueil des familles, c'est extrêmement important, c'est autre chose que de voir des dossiers. Voilà. Je transmettrai à Jean-Marc un certain nombre de fiches que j'ai fait dans le cadre d'une formation à la FCPE, y compris peut-être également sur les droits qui existent à travers la MDPH, les droits en matière d'allocation, c'est important. Rappelons-nous aussi que les mères de famille, qu'elles soient seules ou que le couple ait résisté à une situation de handicap, subissent des conséquences très lourdes en termes de revenus jusqu'à la retraite et au-delà de la retraite. Et donc c'est important que les droits qui existent, qui ne sont pas extraordinaires, ils soient connus et que la famille soit conseillée pour s'orienter vers ces droits, pour éviter qu'à la situation de handicap s'ajoute une situation de profonde difficulté sociale. Donc, voilà, donc juste une chose, donc n'oubliez pas de mettre, on a vos mails, et si vous voulez donc les documents de Pascal, les fiches sont très bien faites et elles sont très pratiques pour aider, les tableaux de chiffres, etc., qui peuvent être intéressants, un mail, et puis on les diffuse, et vous pouvez les diffuser largement. Le but, c'est aussi de faire savoir. Et on va s'arrêter là. Je remercie sincèrement Pascal et Jamila pour leurs interventions. N'hésitez pas à les questionner si vous voulez. On fera passer des questions. Deuxième... Merci Brigitte.